Hello, hello les hackers, bienvenue sous la chaîne Awax CQDJ à l'actu cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Je suis Awax Skull et aujourd'hui nous avons beaucoup de corner vuln, donc du vulnerability corner. Donc nous avons pas de data leak, pas d'amende de la CNIL, encore moins d'amende pour le GDPR. Allez. Allez, avant de voir quelques news du côté Corner Vulnerabilities, parlons finance, parlons argent, parlons brousouf, parlons flouze, parlons fric sale, et de manière sale. Non, pas du tout. Allez, le quotidien Les Échos a appris qu'Airbus envisagerait une prise de participation minoritaire au capital d'Evidgen, regroupant les activités cyber et big data d'Atos. Donc, il faut savoir que Atos, c'est pas du tout un mousquetaire, hein. Aramis, Porthos, D'Artagnan, tout ça. Non. Atos, c'est l'une des plus grandes sociétés françaises dans le conseil informatique. Et également est partenaire, par exemple, des JO depuis bien longtemps. Donc, Atos est un géant, mais un géant au pied fragile, un géant au pied d'argile, un géant fissuré. Et c'est le cas de le dire, puisque Atos va être scindé en deux. En effet, alors, il y aura deux entités, Spinco, donc qui va être Evidgen, et TFCo, qui va regrouper les parties conseil et infogérants. Pourquoi TFCo? On dirait le TFC, là. Le TFC, TFCo de Toulouse, n'importe quoi. Bon, je divague. Bon alors, restons sur Evidgen. Donc, Evidgen va avoir donc en discussion avec Airbus, hein, mais dans ce genre d'affaires, on a toujours d'autres acteurs qui viennent s'y greffer et donc des plus gros poissons qui veulent prendre cette part du gâteau, puisque là on parle de nouveaux marchés potentiellement, d'agrandissement du marché côté cyber. Et donc là, nous avons Thales. Donc Thales qui est l'une des plus grandes boîtes entreprises françaises, tout ce qui est autour de l'aéronautique, sur tout ce qui est autour de l'électronique, de l'armement, entre autres. Et Thales, entre guillemets, pour ceux qui s'en souviennent, c'est l'ex-Thomson. Donc Thales, de son côté, aurait également montré de l'intérêt pour un éventuel rachat. Donc là, nous avons deux visions qui s'opposent. Donc nous avons la vision Airbus en entrant en capital permettra peut-être à Evidgen d'avoir les mains libres. Et la vision Thales qui là, avec un rachat sec, aura pour effet soit de mettre Evidgen en filiale ou encore de la mettre en entité de Thales. Donc avec un peu moins de liberté, je pense. Mais néanmoins, c'est une bonne news à suivre puisque là, on aura potentiellement deux entreprises, donc Evidgen et le FC Toulouse, le TFC, le TFC, donc TFCo qui vont potentiellement grandir ensemble. Donc ça pourrait encore de gros mastodontes, des nouvelles SS2I. Ah, les SS2I. Donc les sociétés de services informatiques qui sont vues par certains comme le diable. Après, je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Hein. Là, on parle purement finance. Au niveau des SS2I, allez, passons du côté des vulnérabilités. Donc, nous avons tout d'abord Qualcomm. Donc, Qualcomm a publié, si je crois bien, Qualcomm a publié mardi des correctifs pour remédier à plusieurs failles de sécurité dans ses puces, dont certaines pourraient être exploitées pour soit divulguer de l'information ou soit faire de la corruption mémoire. Donc là, on parle potentiellement de vulnerability qui peuvent être entre medium et de haut niveau, haute criticité. Donc, nous avons 5 vulnérabilités qui vont de la CVE 2022-40516 à 2022-40520, donc qui touchent également les ordinateurs portables de Lenovo, les ThinkPad X13S,
ce qui a incité le fabricant chinois de PC à publier des mises à jour du BIOS pour combler ces failles de sécurité. Donc alors, Lenovo, entreprise chinoise qui a racheté, ça fait bien longtemps, la branche PC bureautique et surtout PC grand public d'IBM, et c'est de là qu'ils ont pris leur envol sur le marché occidental, je dirais. Donc alors, CVE, donc la liste des CVE, donc nous avons donc la 2022 40516, 2022 40517 et 2022 40520, qui ont un score CVSS de 8.4. Donc pour la corruption mémoire, donc avec possibilité de faire du buffer overflow. Et nous avons les CVE 2022 40518 et 2022 40519 avec les CVSS score 6.8 pour l'information disclosure. Donc alors, deux apartés, donc CVE, donc Common Vulnerability on Exposure, CVE, sont sous ce format, donc avec l'année, donc 2022, et le numéro de la CVE. Autre aparté, donc CVSS, donc CVSS pour Common Vulnerability Score System. Donc c'est le système d'évaluation standardisé mondialement connu pour évaluer la criticité d'une vulnérabilité. Donc si la vulnérabilité tend vers le 10, donc critique, elle est facilement exploitable par le hacker du dimanche, le script kiddie. Et si votre vulnérabilité tend vers le 0, elle est plus difficilement exploitable. C'est tout simple. Alors parlons également maintenant de Synology. Donc Synology a une vulnérabilité critique, une RCE sur son système de VPN. Donc Synology a publié des mises à jour pour corriger une faille critique ayant un impact sur VPN plus serveur qui pourrait être exploité pour prendre le contrôle des systèmes affectés. Donc là, on est vraiment sur de la remote exécution de code à distance et potentiellement un accès à l'intérieur du réseau qu'on croyait protégé par le VPN. Alors, repéré sous le nom de la CVE 2022 43 931, la vulnérabilité porte une note de gravité maximale de 10. Donc, on est carrément dans du pur critique. Et donc là, le VPN, il sert plus à rien parce qu'on est complètement à poil. Elle a été décrite comme un bug d'écriture hors limite dans la fonctionnalité de bureau à distance dans le système de Synology. Alors, l'exploitation réussie de ce problème permet aux attaquants distants d'exécuter des commandes arbitraires via des vecteurs non spécifiés à déclarer la société taïwanaise. Donc oui, Synology est une société taïwanaise, nos menaces. Ajoutant qu'il a été découvert en interne par son équipe de réponse aux incidents de sécurité de produits, leur PCIRT. Oui, mais là, on a quand même une vraie vulnérabilité critique, mais bon, on va dire qu'ils se font un peu d'auto-promo en disant que leur équipe CSIRT a découvert cette vulnérabilité. Bon, le mieux aurait été qu'ils repassent cette vulnérabilité. Enfin, bref. Alors, nous avons également une autre news concernant des vulnérabilités. Donc là, on parle de PyTorch. Donc PyTorch, c'est une librairie open source développée à la base par Meta. C'est pour du deep learning. Donc Meta, Facebook. Donc, alors, le framework de deep learning open source PyTorch présente des risques de sécurité pour les utilisateurs ayant téléchargé la version native fin décembre. Donc, décembre, c'est assez récent. Donc, cette vulnérabilité, cette dernière contient une dépendance piégée dénommée Torch Triton qui doit de toute urgence être écartée. Les utilisateurs de Torch Triton ayant récemment installé la version Nightly entre le 25 et le 30 décembre, en même temps à cette date-là, tout le monde faisait la fête, doivent se méfier
Donc, une dépendance dans le registre Python package index utilisé par des tierces parties pour déposer du code est en effet corrompu et peut servir à compromettre la sécurité du framework open source Deep Learning dénommé Torch Triton. Cette dépendance porte le même nom que le répertoire de différentes versions de Nightly de PyTorch publiées, ce qui prête à confusion. Oui, parce que là, en fait, on peut créer différentes instances avec le même nom. Et en gros, le registre PyPy se base sur l'indexation. Et ouais. Étant donné que l'index PyPy a la priorité, ce package malveillant a été installé à la place de la version de notre référentiel officiel. Cette conception permet à quelqu'un d'enregistrer un package du même nom que celui qui existe dans un index tiers et d'installer leur version par défaut, donc écrit PyTorch dans un blog. Ouais, ben oui, c'est ce que je disais. Hein. Donc là, on se base sur la priorité de l'index et du coup, quel que soit le nom, en fait, tu as juste qu'à mettre un index supérieur avec le même nom et tu trompes tout ton monde. Ben oui, la dépendance zéro les Torch Triton, pourquoi je dis Torch Citron là? J'ai quelque chose avec le citron. Torch Triton contient un binaire malveillant pour récupérer des informations système, donc nom des serveurs, des hôtes, des noms d'utilisateurs, des répertoires de travail et des variables d'environnement, ou encore de lire les bases de données en texte brut contenant des informations sur tous les comptes utilisateurs dans /etc/pwd sur du Linux ou du sous-système Linux pour les Windows, tant qu'à faire, et de modifier les variables de configuration qui contrôlent tous les aspects de l'apparence et du comportement de Git. Donc, dans le $home.gitconfig. Donc, $home/.gitconfig. Désolé. Donc là, on a pas mal d'informations. Donc, on a des noms de serveurs qu'on peut récupérer, des noms d'utilisateurs, le passwd, donc avec tous les noms des utilisateurs présents sur le système. Donc, au moins, on a le ETC Shadow qui est planqué. On peut pas le récupérer celui-là. Mais on peut récupérer autre chose et on verra que ça peut être très croustillant. Donc le téléchargement de toutes ces informations est aussi rendu public, possible, désolé, y compris le contenu des fichiers. Donc là on peut récupérer des fichiers via des requêtes DNS scriptées, chiffrées, vers le domaine, donc un wildcard hack.cfd en utilisant le serveur DNS Wheezy.io. La fonctionnalité de téléchargement de fichiers du binaire est limitée aux fichiers de moins de 10 000 octets. Il télécharge également uniquement les 1000 premiers fichiers dans /home, dans $home. Mais tous les fichiers de moins de 10 000 octets dans le répertoire .ssh. Donc, on peut télécharger tout ce qu'il y a dans le .ssh et donc potentiellement les clés privées, les clés publiques des serveurs ci-dessus. Donc là, en récupérant les clés privées, les noms des serveurs, les noms d'autres, on a de quoi faire des dégâts et on a de quoi accéder à tous ces systèmes. Et c'est bon, après c'est très peu, on va dire très peu, c'est 2300. Donc on va voir, hein. Suite à cette découverte, PyTorch, qui est maintenant géré par la fondation Linux, a pris des dispositions comme de supprimer la dépendance fallacieuse des packages Nightly de PyTorch. Donc là on parle PyTorch, l'application, et de ses index de packages. Donc cela n'empêche pas qu'en une semaine, plus de 2300 téléchargements de Torch Triton ont été effectués, exposant ainsi de nombreux projets PyTorch à des risques de sécurité. Donc oui, je disais 2300, donc c'est très peu, mais en même temps, si tu multiplies par potentiellement le nombre de serveurs qu'il y a derrière ces téléchargements, on a quand même pas mal de potentiel en termes de hack. Mais en fait, ce n'est pas la première fois que ça arrive, puisque le hacker Alex Brizan donc avait déjà mis en place cette vulnérabilité, avait découvert cette vulnérabilité et mis en place un programme malveillant entre guillemets et qui a permis d'infecter que ce soit les réseaux de Microsoft, d'Apple, de PayPal, de Netflix ou encore de Tesla.
Donc, nous sommes en 2023 et c'est toujours d'actualité, alors que la démonstration a été faite en 2021. Et ben, au moins, il y aura du boulot pour la cyber. Hein. Allez, ici vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao.